Je vais vous la faire courte, elle va cher. On a vu très récemment que les cyberattaques se multipliaient sur les hôpitaux. Il y avait l'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui a subi une attaque assez récemment. Plus récemment encore, c'était l'hôpital de Dax. Et avant ça, on a eu des attaques sur des cliniques, des hôpitaux et ainsi de suite. Pourquoi il y a des gens qui, à une période comme celle qu'on vit aujourd'hui, où les hôpitaux sont essentiels, se disent « je vais les attaquer », sachant que ça peut en plus entraîner la mort de gens qui sont sur des respirateurs, qui en ont besoin pour vivre, et plein d'autres machines, et que si tout ça, ça tombe par terre, ces gens-là, ils peuvent littéralement mourir. Donc c'est une attaque, en fait, qui dépasse le simple fait d'être cyber, mais qui peut vraiment entraîner la mort. En fait, le truc, c'est que ces hôpitaux traitent énormément de données qui sont des données de santé, et que ces données-là, elles valent très cher. Et donc c'est pour ça qu'il y a des attaques sur ce genre d'établissement de santé. On va en parler tout de suite, et vous allez voir que, en fait, le prix de nos données sur le marché noir, sur le marché parallèle, est vraiment très très élevé, et c'est pour ça que ça intéresse les cybercriminels. On en parle tout de suite. Combien valent nos données personnelles ? Je vais prendre en fait une étude un peu ancienne de Trend Micro qui est revenue sur le devant de la scène aujourd'hui. Elle date de 2018, ça fait plus de 3 ans. Les prix ont dû très certainement évoluer depuis cette période-là, mais celle-là en fait elle a le gros avantage de faire aussi un truc vraiment bien fait, d'un classement, de donner des prix, et puis des données qui viennent d'un Américain, d'un Européen, et ainsi de suite. Ça n'a pas la même valeur sur le marché, et donc ça met tout ça en place, et c'est vraiment très très intéressant. Cette étude, en fait, va essayer de nous dire quelle est la valeur de mon adresse postale, de mes informations de santé, d'un numéro de sécurité sociale, une carte de crédit, et ainsi de suite, sur le marché parallèle, sur un dark web, quoi. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que c'est vachement intéressant, c'est que, il y a un classement par prix, bien sûr, et que ce qui vaut le plus cher, c'est identifiant mot de passe. Et ça, effectivement, on pouvait s'en douter. Un identifiant mot de passe va me permettre d'accéder à un service qui va pouvoir avoir plein d'infos, et je vais le faire quasiment sans être découvert, puisque j'utilise des trucs que l'utilisateur normal utiliserait s'il se connectait. La seule chose que va faire, par exemple, Facebook ou Google, qui vont un peu plus loin, c'est de dire, oh là, d'habitude, tu te connectes depuis les États-Unis, et puis là, tu te connectes depuis l'Asie-Pacifique, c'est bizarre. Est-ce que c'est bien toi ? Si c'est pas le cas, change ton mot de passe. Voilà, c'est ce genre de choses-là. L'idée, en fait, c'est que l'idée, c'est que ces identifiants et ces mots de passe, comme ils permettent de faire beaucoup de choses, et si jamais c'est des boîtes mail, ça donne accès à absolument tout, parce que si un cybercriminel a accès à ma boîte mail, finalement, il peut réinitialiser tous les mots de passe de tous les autres services que j'utilise. Donc ça a vraiment énormément de valeur, et on le voit, ça vaut à peu près $70 de récupérer un couple identifiant mot de passe. Donc si vous imaginez les trucs qui ont eu lieu récemment, qui faisaient sortir plus d'1 milliard de login mot de passe, les mots de passe étaient hachés et salés, donc il y avait un petit peu de sécurité, mais 1 milliard fois 70 €, ça commence à faire pas mal de fric. Donc c'est sûr que c'est pour ça que ça intéresse énormément les cybercriminels d'accéder à ce genre de données, et donc de faire tout ce qu'ils peuvent sur des outils comme Outlook, comme Yahoo, comme Gmail, parce que s'ils récupèrent une grosse masse de données, ils récupèrent le gros lot. Donc c'est pour ça. Le rapport retour sur investissement est vraiment très intéressant. Mais le problème, c'est que les boîtes qui gèrent ça ont un haut niveau de sécurité, parce qu'ils le savent, ils savent le gérer, et ils savent que ça va arriver. Le truc qui nous intéresse là, c'est plutôt les informations de santé qui sont placées deuxième. Moi, j'aurais plutôt pensé que ça aurait été après des informations bancaires, par exemple, mais non, des informations de santé, ça vaut plus cher que des informations bancaires. Et là, le truc, c'est que c'est très intéressant, parce que souvent, et notamment en Europe, les établissements de santé, c'est des trucs qui sont vieillissants, qui ont un système informatique qui est lui-même vieillissant et qui est peu, voire pas sécurisé. On a des médecins, on a tout ça, mais on n'a pas d'ingénieur sécu, et on n'a pas de prestataires de services informatiques à l'intérieur qui sont dédiés à ça, et c'est pas leur métier en fait. Et donc, pour les attaquants, c'est beaucoup plus simple d'accéder à des informations de santé dans des hôpitaux qui sont peu, voire pas sécurisés, que d'aller essayer de craquer Gmail ou Outlook, parce que là, il y a des armées d'ingénieurs et ils savent faire ça, c'est leur taf. Et là, ça vaut quand même
54 € en moyenne et jusqu'à 76 € pour des informations de santé d'un Américain. Donc c'est vraiment énorme. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on voit là récemment de plus en plus d'attaques vers des établissements de santé, l'hôpital de Dax, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, parce que toutes les informations qui vont être exfiltrées, ça va générer de l'argent sur le marché noir. Au-dessus de tout ça, souvent, on rajoute un petit ransomware, puisqu'on avait accès aux données, on va les chiffrer, comme ça, on va essayer de retirer un peu plus d'argent avec ce rançongiciel, le ransomware. Donc c'est énormément d'argent dispo pour les cybercriminels. Après, on a les numéros de sécurité sociale, et notamment aux États-Unis, puisque c'est un identifiant unique qui permet de faire énormément de choses au sein de la société, notamment c'est la société américaine dans le cadre de cette étude, ça vaut 51 $. Des informations bancaires liées aux cartes bancaires, alors c'est plus important aux États-Unis, au Japon qu'en Europe, puisque nous, en fait, on a le 3D Secure qui protège énormément les Européens, et c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Il n'y a pas de 3D Secure, donc toute cette sécurité-là, qui est un petit peu un MFA, un Multi-Factor Authentication sur notre carte bancaire, n'existe pas aux États-Unis. Si j'ai le code, je peux acheter. Alors qu'en France, il y a le 3D Secure, et en Europe, globalement, il y a le 3D Secure. Et ça nous protège énormément. Donc c'est pour ça qu'une information bancaire a moins de valeur si c'est une information bancaire d'un Européen, pour le coup, parce qu'on est plus sécurisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, on voit, et ça, j'en avais entendu parler, c'était des jeunes qui s'échangeaient des informations bancaires volées de riches américains, entre guillemets, sur des groupes Snapchat pour en fait louer des trottinettes électriques. Ça paraît étonnant, mais c'était une réalité. Et donc en fait, ça venait de ce genre de trucs-là, quoi. Ils étaient revendus à des petits gars qui pensaient qu'ils faisaient pas grand-chose de mal, alors qu'en fait, si, c'était effectivement des données volées. Même s'ils auraient pu s'en douter. Ensuite, on voit que les historiques d'achat, alors on se dit, franchement, ça a aucune valeur, je les file à tout le monde, avec notamment la carte de fidélité, comme ça, c'est agrégé, c'est stocké, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? En fait, ça a énormément de valeur. On voit 20 € pour des informations d'historique d'achat, ça me paraît incroyable finalement. Et en fait, c'est parce que grâce à ça, on sait ce que les consommateurs ont acheté, on sait ce qu'ils vont acheter dans le futur, ça a énormément de valeur pour pouvoir faire des campagnes marketing, orienter la stratégie de ma boîte, de mon entreprise, et ainsi de suite. Et en fait, je prends de l'information peut-être de mes concurrents, et comme ça, je vais pouvoir orienter le système pour essayer de faire quelque chose de mieux avec mon produit et de faire plus d'argent. Après, il y a toutes les histoires de géologue, adresse postale, photo, vidéo. Donc, en fait, tous ces trucs-là, ça vaut de l'argent, ça a une vraie valeur parce qu'on peut en faire quelque chose. Donc, vous, en tant que end-user, soyez bien conscient de ce que vous mettez sur les réseaux, sur les différentes applis, les différents services que vous utilisez. La géologue, désactivez-la si le service n'a pas à en avoir besoin ou n'a à en avoir besoin que quand votre appli est active. Pas besoin de le faire en arrière-plan si jamais l'application n'a pas besoin. Voilà, c'est des choses comme ça parce que moins il récupère d'infos et moins quand ça va fuiter et quand il y aura une brèche de données, vos informations, il y en aura moins. Pareil pour les photos vidéo, on a tendance à balancer plein de photos sur les réseaux, faites attention à ce que vous envoyez, parce que quand ça va fuiter, c'est toujours la même chose. Ça a une certaine valeur, parce qu'avec ces algorithmes-là, on va pouvoir faire travailler des trucs de machine learning et ainsi de suite sur vos visages et ainsi de suite. C'est pas très sain et tout ça. Et de la même façon, les histoires d'état civil, sexe et nom, ça a beaucoup, beaucoup moins de valeur. Et en fait, ça va varier. Là, on voit avec le pays, par exemple, l'état civil d'un Japonais vaut beaucoup plus cher que celui d'un Européen ou d'un Américain. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est intéressant. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir que finalement, les informations de santé et de sécurité sociale valaient plus cher que des informations bancaires. Et ça, je pense que c'est par exemple pour donner des crédits à des banques, à des clients. Ça, si elles ont les informations de santé pour une raison X ou Y alors qu'elles ne devraient pas les avoir, et elles ne vont pas donner un crédit sachant que la personne a une maladie ou a eu une maladie et qui c'est fini. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Bon.
C'est peut-être pour ça que ça vaut plus cher, et notamment aux États-Unis, où c'est peut-être un peu moins encadré que dans la vieille Europe, je sais pas. C'est des choses comme ça. Mais voilà, donc ça c'est une étude assez intéressante, ça vaut le coup de l'avoir regardée pour mettre un peu tout ça en perspective, et de se dire que je comprends pas pourquoi les hôpitaux se font attaquer. En fait, si, ils se font attaquer parce qu'en fait, il y a énormément d'argent à se faire là-dessus, et que pour le coup, le retour sur investissement est vraiment énorme, parce que je pense que l'investissement à faire pour dérober ce genre de données sur un établissement de santé est beaucoup moins important que sur un prestataire d'email comme Gmail, Outlook et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que en ce moment, on voit vraiment des attaques sur des établissements de santé. Et c'est aussi pour ça, finalement, que, en France, en tout cas, on a eu une com sur le fait qu'il y avait 1 milliard d'euros qui allaient être dépensés pour essayer de sécuriser un peu plus globalement nos infrastructures critiques, et notamment nos hôpitaux, parce qu'on voit que ça attire effectivement les cybercriminels à ce niveau-là. Voilà, pour ce petit tour d'horizon de combien valent nos données personnelles sur le dark web, sur le marché parallèle. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu, ça vous a intéressé. Vous voyez qu'en fait, il y a une vraie valeur derrière nos données personnelles. Comme d'habitude, c'est toujours un peu la même chose. Vous pouvez vous en protéger avec une bonne hygiène numérique. Donc faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Une donnée qui n'a pas été poussée sur un service n'a pas à être dérobée, et il n'y a pas de risque, pour les photos notamment, ce que vous postez et ainsi de suite. Pour les identifiants mots de passe, on en arrive toujours à la même chose. Mais prenez un gestionnaire de mots de passe avec les mots de passe compliqués. Prenez du MFA, parce que si jamais c'est dérobé et que vous avez du MFA, ça sert à rien. Vous vous souvenez le truc, quelque chose que vous connaissez, le code du cadenas à code, et quelque chose que vous possédez, la clé du cadenas à clé. Et si vous avez ces deux-là, pour avoir les deux en même temps, ça va être vraiment compliqué. Donc MFA, gestionnaire de mots de passe, bonne hygiène numérique de façon générale. On poste pas n'importe quoi, on fait attention à ce qu'on met sur les services qu'on utilise sur le net, et tout se passera super bien. D'ici là, portez-vous bien, et on revient très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, ciao ciao.